Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre rétro hebdo de la semaine. L'actualité qui a été diffusée ici dans votre chaîne Kalankine Télévision, la télé-vérité, où vous avez l'habitude de suivre l'actualité sur la chaîne de télévision Kalankine Télévision, la télé-vérité. La semaine a été marquée par les embouteillages au niveau de la ville, province de Kinshasa. Mais bien avant cela, dans ce rétro hebdo, j'ai comme invité M. Toubi Mwanza. Il est cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Il est aussi chercheur. Avec M. Toubi Mwanza, nous allons devoir commenter l'actualité. M. Toubi Mwanza, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci très bien par la grâce de Dieu. La semaine a été marquée, comme je l'ai dit, à Kinshasa, par ces embouteillages. Le ministre provincial du transport, Bob Amisso, a eu une autre réunion avec quelques personnalités du secteur de Saint-Père où ils ont échangé pour voir dans quelle mesure ils doivent continuer à travailler pour atténuer l'embouteillage ici dans la ville provinciale de Kinshasa. Suivez. En présence notamment de la chef de division urbaine des transports de Kinshasa et du commissaire provincial adjoint de la police Kinshasa, ils sont allés se plaindre de tous ces maux dont ils sont victimes. Pour résoudre ce problème, il a été décidé la mise en place d'une commission qui va se charger de produire une grille tarifaire à cet effet. Ils se sont également plaints des interpellations, saisies des motos sans procès verbal et violences injustifiées de la part des éléments de la police. Précisément, au croisement des avenues Prince de Liège et Haut Commandement, il y a des éléments de FARDC qui ont créé des fourrières pour motos dans l'enceinte du camp Kokolo ou devant leur poste de détachement et sur le saut des moutons de la RTNC. Très chargé, les représentants de la police à cette réunion ont tenté de justifier l'attitude décriée de leurs éléments par les violations flagrantes du code de la route par ces Wewa. De façon unanime, les participants ont recommandé le recyclage des agents de la police de circulation routière dont la plupart ne maîtrisent pas le code de la route. Intervenant au téléphone, le vice-premier ministre, ministre chargé des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a interpellé les Wewa, estimant c'est leur incivisme qui est, entre autres, à la base des embouteillages à Kinshasa. Atterrissage en douceur, ces mototaximens ont fait quelques propositions pour décongestionner les avenues Écurie, Tourisme et autres. Voilà, la décision était pratiquement tombée. Dans quelques semaines, plusieurs taxis, bus vont ici dans la ville provinciale de Kinshasa devront passer de la couleur jaune à la couleur blanche. Mais la réaction de l'un des partenaires du ministère des Transports, la ville provinciale de Kinshasa qui réagit, les Tomiko, le chemin Kasserma suivi. Tous les taxis et taxibus assurant le transport en commun à Kinshasa seront désormais en couleur blanche. Une décision prise depuis la semaine passée par les autorités de ces secteurs. Après cette décision, l'un des experts du transport, Edouard Ntsosa, a donné son point de vue face à cela. Je suis d'accord avec le changement de couleur. Je suis vraiment très d'accord de ça pour uniformiser le véhicule à Kinshasa. Mais ce que je ne suis pas d'accord, c'est le temps. Le temps qu'on a accordé aux propriétaires de véhicules, le temps est très court. Dans quel sens? Nous prenons le mois de décembre, c'est le mois de fête, où les parents doivent fêter avec les enfants et la famille. Et il y a des dépenses d'urgence qu'on doit effectuer. Mais subitement comme ça, on ne peut pas obliger aux propriétaires de véhicules, dans un mois, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Non. Laissons un peu la population, donnons un temps, même 2 mois, aux propriétaires de véhicules, parce que c'est la conscience qui doit primer. Oui, l'État existe. L'État doit faire son travail. Nous acceptons, nous sommes d'accord avec l'État. Mais qu'on nous laisse, ce que nous demandons à l'État congolais, bien à l'hôtel de ville, via le ministère des Transports, qu'on nous laisse un peu 2 mois de transport pour aider la population qui vont fêter. Parce que tracasser les populations, ou bien laisser la population en route comme ça, et les chauffeurs partent en grève, c'est ce qui n'est pas normal. Donc, c'est-à-dire, là, nous abandonnons notre population dans leur propre sort. Or, c'est ce qui n'est pas normal. Alors, ce que nous implorons, les agents de transport,
Je ne sais pas si les VPM est au courant de ce qu'ils font en route. Ce n'est pas du tout normal. Un agent de transport qui se pointe, il doit calmement demander les documents, mais ils entrent en brutalité. Monsieur Toubi Mwanza, vous êtes l'invité de ce rétro de la semaine. Vous avez suivi, nous avons commencé par ce problème d'embouteillage. Vous avez une idée, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les Kinois se plaignent quand même. Pour se déplacer à Kinshasa, c'est pratiquement impossible. Des heures perdues, beaucoup d'argent perdu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Messieurs les journalistes, c'est un problème psychologique qui devrait se régler par une prise de conscience collective. Vous savez, le mercredi, toute la population a suivi avec intérêt, une attention soutenue, la sortie médiatique du président national du MLC, le VPM Bemba Gombo Jean-Pierre, le prophète politique, le maître d'école, alors le fils de l'homme. Tout le monde a suivi avec intérêt comment il avait démontré, par exemple, l'aspect embouteillage dans la ville de Kinshasa et quelques interventions rapides que ces services auraient mis en place. Il s'est avéré, messieurs les journalistes, qu'à Kinshasa, nous avons un sérieux problème de changement de mentalité. Cette affaire d'embouteillage doit faire l'objet d'une prise en charge collective des changements de mentalité, d'une prise de conscience collective. On a même évoqué l'aspect des amendes. Hein? Justement, c'est-à-dire que, messieurs les journalistes, le chauffeur, les chauffeurs de conducteurs de taxi-bus et taxis, ils doivent prendre conscience de ce que les artères ne leur appartiennent pas seuls. Et nous utilisons tous les chaussées. Mais partant de la maison, avant d'emprunter la route, vous devez d'abord vous-même là être conscient de ce que je fais entrer mon véhicule dans la route et là je ne suis pas seul. Et cela nécessiterait effectivement d'être accompagné par des principes, des lois, des forces qui encadrent les esprits égarés. Parce que nous avons, nous, population, qui utilisons les chaussées, les routes, c'est comme si nous sommes caractérisés, par exemple, je voulais dire, nous sommes caractérisés d'une légèreté d'esprit, de considération des lois et des principes. Mais le VPM l'a démontré. Il a démontré les catégories. Regardez, malgré l'ordre établi, vous voyez, un escorte qui fait un effort de dévier. Est-ce que le chef là lui-même n'a pas une conscience? C'est une désobéissance. Mais non, la désobéissance peut-être c'est trop fort. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'incohérence dans nos esprits. Dans le raisonnement. Oui, parce que quand nos esprits, il y a un problème, quand nos esprits souffrent d'une incohérence, messieurs les journalistes, ça devient un problème de santé mentale. Le problème d'embouteillage, c'est un problème de santé mentale. Où les tout Congolais qui utilisent les chaussées, messieurs les journalistes, sont en dysfonctionnement total avec leur propre inconscience. Parce que ce qui se passe là, les gens font ça expressement. C'est-à-dire que quelqu'un sait que je dois m'arrêter, je dois respecter la logique établie. Mais il s'en fout. L'effet de s'en foutre là, ça prouve que l'individu, le citoyen congolais, vit en désaccord avec les lois établies, avec sa propre conscience. D'où il faut une prise en charge sérieuse. Donc vous avez foi en l'avenir que les choses peuvent s'améliorer? Les choses vont s'améliorer. J'ai foi à ça. Surtout que quand je vois l'orientation que donne le VPM Bemba Gombo Jean-Pierre, qui connaît, qui maîtrise mieux son secteur, je pense que les choses vont... Maintenant, on doit l'accompagner. Mais c'est les journalistes, nous, par population, nous devons nous approprier. Parce que c'est... Tout ce que l'État propose là, c'est pour nous. C'est juste pour nous faciliter la fluidité. La fluidité. Mais si nous-mêmes là, on ne prend pas conscience que ce que l'État nous propose, c'est pour notre bien, là ça devient un problème. Voilà pourquoi, messieurs les journalistes, il faut un grand travail de fond. Et moi je vous ai... De sensibilisation aussi. De sensibilisation. Là c'est la presse, c'est vous. Hein, et l'État doit vous faire confiance. Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, vous voyez,
vous m'avez invité, peut-être je suis le premier à Kinshasa à accompagner les idées. Et vous là, peut-être vous êtes le premier journaliste à aborder cet aspect avec pression. Mais regardez, quand l'autorité peut-être va lancer les mots d'ordre pour la sensibilisation, écoutez, mais il faut associer les journalistes comme Mario Ambon, que vous êtes. Parce qu'en montant déjà cet élément, vous comprenez ce qui se passe. Quand vous me posez la question et que je présente par exemple, la situation en rapport avec la santé mentale et en rapport avec les changements de mentalité. Je suis psychologue, je sais ce que j'ai dit. Vous comprenez que, donc, on paie la presse par la sensibilisation, nous, psychologues, chercheurs, par l'accompagnement des conseils en termes de prise en charge psychologique. Et je vous assure, et la police avec la loi. Et là, l'État va récupérer la situation. Parce que n'oublions pas que la population écoute quand l'État parle. La semaine a été aussi marquée par cette visite du chef de l'État au niveau de la Grande Orientale à Isiro, plus précisément, où il est allé pour suivre, d'abord essayer d'assister à la commémoration de Anouarité Nangapeta. Suivez. Avant d'aller participer à la messe solennelle célébrée ce lundi à la place dite sanctuaire, le couple présidentiel est allé s'incliner devant la tombe de la bienheureuse Anouarité Nangapeta dans la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Isiro. Devenue un des principaux sites de pèlerinage, la paroisse cathédrale est actuellement en pleine réflexion sur financement du président de la République. Le chef de l'État et la distinguée première dame se sont recueillis devant la tombe puis déposé leur gerbe de fleurs avant de recevoir des explications de l'ordinaire du lieu. En effet, après l'exhumation le 1er décembre 1978 du cimetière de Kinkole où elle était enterrée aux côtés de la tombe de son père, la bienheureuse Anouarité Nangapeta a été inhumée, puis la troisième fois à la paroisse cathédrale le 10 décembre 1978. Son corps y est enseveli jusqu'à ce jour en attendant son transfert au grand sanctuaire qui sera construit à l'ancien aérodrome d'Isiro. Le chef de l'État a reçu du clergé un mémo dont le contenu n'a pas été révélé. Au cours de la messe proprement dite, marquant le 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anouarité, célébré le même lundi dans la province du Haut-Ouélé, le président de la République Tshisekedi a interpellé l'église catholique en lui demandant d'être véritablement au milieu du village. Dans sa brève allocution devant le fidèle catholique et le pèlerin, le chef de l'État a rassuré l'église catholique de l'engagement du gouvernement à l'accompagner matériellement dans la construction du grand sanctuaire Anouarité qu'il a décrite comme un modèle de la jeunesse congolaise. Séance tenante, le président Félix Tshisekedi a remis un véhicule tout-terrain à l'évêque d'Isiro Niangara, Monseigneur Dieudonné Madrapile, en appui à sa pastorale. Bien avant cette prise de parole du chef de l'État, Monseigneur le nonce apostolique, archevêque de Kisangani, Dieudonné Outembi, l'évêque ordinaire du lieu et le secrétaire général de la Senko, Monseigneur Cholé, ont vanté chacun avec ces mots les modèles de vie exceptionnels de la bienheureuse Anouarité. Lisant le message de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Cholé a dit toute la reconnaissance de la Senko pour sa contribution morale et matérielle à la préparation de cet événement, en plus du financement des travaux à impact visible à travers les 48 diocèses du pays dans le cadre du PEDEL 145 territoires. Dans son message, Monseigneur le nonce apostolique a confirmé la béatification prochaine du jeune Congolais Floribert Bouana Choui, jeune cadre de l'Office congolais de contrôle tué en 2007 à Goma pour avoir refusé de laisser entrer en RDC des produits alimentaires avariés. Pour rappel, près d'1 million de fidèles et pèlerins ont participé à la grande messe célébrée à l'aérodrome désaffecté d'Isiro par l'archevêque métropolitain de Kisangani pour marquer le 60e anniversaire de la mort de la bienheureuse Anouarité Nangapeta, clôturant ainsi l'année jubilaire. À présent, je vous laisse suivre ce qu'a été la commémoration de ce 60e anniversaire de la mort de la sœur Anouarité Nangapeta. Suivez. À l'occasion du 60e anniversaire de l'assassinat de la sœur Marie-Clémentine Anouarité Nangapeta, la paroisse Christ Sauveur, située dans la commune de Selembao, a organisé un culte d'action de grâce en séjour pour honorer la mémoire de la bienheureuse Anouarité.
Et à la paroisse Saint-Charles-Luanga à Bandalungwa, l'ambiance était au rendez-vous où plusieurs chrétiens ont répondu présents à cette messe à l'honneur de la figure emblématique de la foi catholique en République démocratique du Congo. Alors, grande est notre joie ce jour pour l'Église du Congo, l'Église du monde célèbre Anouarit. Anouarit est modèle de notre foi. Anouarit est modèle de la croyance. Anouarit est modèle de la jeunesse, pourquoi pas modèle surtout des jeunes filles. Avec l'âge de 25 ans, quand un colonel est venu pour lui proposer de sortir avec elle, elle avait refusé, elle a dit Jésus seul. Alors, on l'a tuée, elle a accepté qu'elle soit tuée à cause de garder sa virginité. Aujourd'hui, nous célébrons le 60e anniversaire depuis son assassinat. Nous avons vu le dimanche le président de la République et une grande délégation qui vient par tout le monde, qui est allée jusqu'à Isuro pour honorer sa mémoire, pour construire un sanctuaire, construire une basilique à son honneur. Pour la petite histoire, la bienheureuse Anouarit Negapeta est née en 1939. Elle a été assassinée en 1964 pour avoir défendu sa foi et ses principes. Elle était une religieuse congolaise morte en martyr de la pureté. Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1985. Revenons ici à Kinshasa où au niveau de l'Assemblée nationale, quelques jeunes panafricains ont été reçus en audience. Ils ont échangé sur des problèmes et entré aux jeunes sur le continent suivi. Arrivé à Kinshasa le week-end dernier de la mission de formation du Parlement panafricain, conduite par le vice-président de la Commission de la coopération des relations internationales et du règlement des conflits, Timéléon Bakwa, a initié ce mardi 3 décembre 2024 une série de consultations avec les acteurs politiques congolais et les activistes de la société civile dans le but de recueillir les informations fiables sur la précarité de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, due à la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda, a envie de permettre aux deux chambres du Parlement congolais et au pape de saisir l'Union africaine sur base des recommandations qui seront formulées par cette délégation à l'issue de sa mission de formation. Le premier à être reçu, ce sont les députés nationaux membres de la Commission de défense et sécurité, ainsi que ceux de relations extérieures. Les échanges se sont déroulés à huis clos. Occasion pour le professeur Berthold Ulungu, président de la Commission relations extérieures et affaires étrangères, de dévoiler la quintessence de ces entretiens. La Libye utilisée par le Rwanda et ses supplétifs consiste à penser, faire croire aux gens qu'il y a le FDLR qui sont, République démocratique du Congo, prêts à nuire aux intérêts du Rwanda. Ils auront balayé cette alibi, d'autant plus que la République démocratique du Congo n'a aucun intérêt sur le sol rwandais. Et donc, cet alibi ne vaut pas. Après avoir échangé avec les députés nationaux, les membres de la mission de formation du Parlement panafricain se sont entretenus avec les sénateurs membres de la Commission de défense et sécurité et ceux des relations extérieures de la Chambre haute du Parlement congolais. Rien n'a filtré de ces échanges. Signalons que cette mission de formation du Parlement panafricain prévoit d'échanger ce mercredi 4 décembre avec l'opposition et la majorité parlementaire, représentée respectivement par Christian Mwando et André Mbata, avant de rencontrer le cardinal Fridolin. C'était plutôt la mission d'information, quelques parlementaires africains et non des jeunes, comme je l'ai dit tantôt. Au niveau du Sénat, c'était plus l'examen du projet de budget 2025 qui a été, où il y a eu des échanges au niveau du Sénat en ce qui concerne ce projet du budget 2025 suivi. Après son adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2025 a été examiné au Sénat ce mardi 3 décembre 2024. C'était au cours d'une plénière présidée par l'honorable Jean-Michel Samaloukonde, président de cette institution. Ce projet de loi de finances de l'exercice 2025 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 49 milliards 846,8, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à 45 milliards 376,9 de francs congolais.
Au nom de la Première ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État en charge du budget a présenté l'économie de ces projets de loi aux sages du pays. Selon Aimé Bodji Sangara, ces projets de loi de finances 2025, soumis en seconde lecture à la Chambre haute du Parlement, est assis sur quelques indicateurs macroéconomiques. Il s'agit notamment du taux de croissance du PIB qui s'élève à 5,7%, les taux d'inflation moyen de 10,3%, taux d'inflation fin période 9,2%, taux d'échange moyen 2,954,4 francs congolais. Ce projet de loi de finances s'aligne sur la lettre d'orientation budgétaire de la Première ministre pour s'assurer qu'il traduit fidèlement les programmes d'action du gouvernement en vue de la matérialisation de la vision du président de la République. Il a été élaboré en tenant compte de la perspective après la conclusion au mois de juin dernier du premier programme FEC, Facilité élargie du crédit, et de la conclusion du deuxième programme triennal avec le Fonds monétaire international. Bref, l'alignement de l'esprit du budget sur la traduction opérationnelle de 6 engagements pris par le chef de l'État vis-à-vis du peuple. Après les réponses du ministre d'État Aimé Bodji Sangara, le test a été confié à la commission ECOFIN qui dispose de 6 jours pour l'examiner en profondeur et l'améliorer. Voilà, je reviens à vous, M. Toubi Mwanza. Je rappelle, vous êtes au cadre au sein du mouvement de libération du Congo, au-delà des relations assez tumultueuses avec l'Église catholique, mais on sent quand même le gouvernement accompagne, le gouvernement marche ensemble avec les pères de cette Église catholique. Nous les avons vus, on a vu le chef de l'État Isiro, 60 ans de la mort de la sœur Anne-Marie Tenenga Peta. Merci, messieurs les journalistes. Je l'ai toujours dit dans la grande majorité des émissions que vous m'avez toujours invitées. J'ai toujours placé un mot pour le respect de nos pères spirituels. Vous savez, l'Église avec la politique, c'est une relation de père à enfant, père et fils. Le père et son fils. Nos pères spirituels, ils sont réellement nos pères spirituels. Nous sommes leurs fils. C'est comme ça que dans la pratique de la politique, quand un père vous regarde, le père a un cœur. Le père rêve toujours voir son fils évoluer dans le bon sens. De bonne manière. Dans de bonne manière. Heureusement, pour nous, cette fois-ci, on a des dirigeants qui sont des bons fils, qui évoluent aisément sous les pieds de leur père de l'Église catholique. Et là, les fils sont à l'aise quand ils se retrouvent avec ses pères. C'est le cas, par exemple, le cas du chef de l'État, vous le voyez toujours accompagné de ses pères. Le cas de Vepin Bemba Gombo Jean-Pierre, vous le voyez toujours accompagné de ses pères. Et cela ne peut pas empêcher au père, s'il voit son fils, il peut dire non, mon fils, voilà ce que je. Voilà. Ça ne peut pas enlever, c'est la famille. Comprenez, messieurs les journalistes, la RD, c'est une grande famille. Et moi, là, par exemple, vous savez que je suis en train de penser, peut-être prochainement, je vais aller prier sous les pieds de mes pères. Parce qu'on a besoin de leur bénédiction. Mais comment vous expliquez que de 1960, les années 70, 80, il y a toujours eu ces échanges par moments assez compliqués, hein, depuis Maloula, Mobutu, Mosengo. Est-ce que les politiques congolais ne respectent pas vraiment les fondements, la réalité ou le bon cheminement des institutions? Parce qu'il y a toujours eu, pendant ces régimes, il y a toujours des incompréhensions avec l'Église catholique. Ah, ok, non. Bon, oui, hein, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est comme dans la famille. Nous sommes parents, nous avons des enfants que nous gérons dans nos maisons. Depuis la nuit des temps, la relation entre père et enfant, c'est toujours entre-temps, la vie avance. Les enfants grandissent. Et c'est comme ça. Sur le plan politique, avec l'histoire telle que vous avez évoquée, depuis le 1960... Maloula, Mosengo, Aïchaou, aujourd'hui c'est Ambongo, beaucoup d'incompréhension. Non, il n'y a pas d'incompréhension. Nos pères n'ont jamais rêvé nous créer des problèmes. Ils prêchent la paix. Même quand on dit que c'est les politiciens soutanes. Non, ça c'est, il n'y a rien là-bas. Soutane, c'est la soutane. Est-ce qu'on peut dissocier? C'est sacerdotal.
c'est sacerdotal. Dans la réforme de l'Église catholique, un prêtre ne porte que la soutane, ne porte que la robe. Ça, c'est sacré. Ce sont des sacrements, donc on ne peut pas dissocier la tenue sacerdotale à nos pères. En tout cas, mes respects, mes saints pères, en tout cas, merci beaucoup pour votre amour. Mais, messieurs les journalistes, n'oubliez pas aussi que notre pays a connu aussi des turbulences, hein, des sécessions, tout ça. Vous savez que depuis les sécessions des années 60, 70 et qu'on sort, et là, le père, il ne visait que le respect, n'est-ce pas, de la recherche de la paix, l'accompagnement de nos esprits politiques, nous orientant vers la paix. Voilà pourquoi, messieurs les journalistes, Zaïrois dans la terre est trouvé. Pendant qu'on chantait Zaïrois dans la terre, vous savez qu'en attendant qu'on retrouve la paix, il y avait des turbulences et nos pères étaient en train de nous accompagner. Et si vous regardez bien, le maréchal Mobutu, paix à son âme, regardez comment le maréchal Mobutu a honoré le père de l'église, regardez comment le maréchal Mobutu a honoré l'église catholique. C'est une preuve. Cela n'a pas empêché au père catholique de ne pas donner des conseils. Et il disait au maréchal, et arrangez ici, arrangez ici. Et le monde ne sait pas, les Congolais ne s'étaient pas arrêtés. Aujourd'hui, nous continuons le même cheminement. Regardez, messieurs les journalistes. Nous plairons autant de milliers de morts à l'Est. Et les gens continuent à être tués par les étrangers, par les forces du mal. Et entre-temps, nos pères, par leur sacerdoce, ils font ce qu'ils font parce que l'Église catholique est universelle. Ils font ce qu'ils font pour protéger la RDC. Ils sont aussi au front, par exemple, de la balkanisation. C'est ce que les gens ignorent. Nos pères spirituels là, ils sont dans le front pour empêcher, ils ont empêché la balkanisation, tout en nous encourageant, nous politiques, de protéger les pays. Si vous voyez les combats de nos pères et les combats des chefs de l'État qui cherchent à protéger le Congo, vous regardez les combats de Vepembe Mbagombo Jean-Pierre, un homme de la paix qui cherche toujours à protéger le Congo. Et si vous regardez très bien, messieurs les journalistes, les deux personnalités politiques convergent avec les combats de nos pères spirituels. C'est là où les gens ne font pas attention. Le discours de nos pères spirituels, c'est un discours qui attire nos oreilles, qui nous décourage au dérapage. Vous comprenez? De l'autre côté, le Congo a la chance d'avoir un président, le président de la République, et nous avons le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un homme un peu particulier, qui écoute, qui a les soucis du pays. Curieusement, le bon Dieu, la nature, va mettre à ses côtés son frère qui est aussi dans la même ordre, dans la même lignée, que je dirais prophétique, Bembagombo Jean-Pierre, qui a tout compris. Il dit, ok, à ce stade, on doit accompagner. Mais je comprends. Le problème est plus les comportements des politiciens. Ce sont les politiciens. La plupart des politiciens aussi, il faut le rappeler, qui ont étudié dans les écoles catholiques. Il y a quand même ce contraste. La plupart qui ont fait leurs études dans les écoles catholiques. Mais c'est parce que... En devenant politiciens, autorités, ils sont passés à autre chose. Hein. Non, le problème c'est comment? Les politiciens tels que vous venez, ils ont été très bien formés dans les écoles catholiques. Mais au lieu de se comporter comme les saints pères, comme nos pères le veulent, comme le chef de l'État Félix Tshisekedi et le président, le VPM Bembagombo Jean-Pierre, les politiciens congolais cherchent à trahir les pays. Ils pensent qu'en allant chercher le pouvoir ou négocier avec les étrangers pour venir troubler les pays, pour eux, ils pensent que c'est bon. Mais peut-être, là c'est moi qui réfléchis, peut-être c'est cet aspect-là qui a échappé et qui échappe, ces mauvais comportements de trahison du pays, qui échappe à nos pères catholiques, à l'Église. C'est comme ça que, vous savez, en psychologie, hein, très souvent les gens reprochent à la réaction, mais les gens ignorent la cause. Or, dans la relation de cause à effet, les mauvais comportements de politiciens en costume énervent la politique, les dirigeants. Et quand les dirigeants cherchent à faire revenir les politiciens à l'ordre,
Peut-être nos pères estiment que bon, ils sont trop rigoureux, ils sont ceci, cela. Bon. Et en tant que père, aucun père dans une maison ne laissera que soit l'aîné frapper ou taper en désordre son cadet. C'est vraiment difficile. Et nos pères spirituels veillent sur ça. Et ils veillent. Et parce qu'ils veillent sur nos âmes, sur notre éducation, mais sur les journalistes, ça vraiment, mes pères spirituels, moi je suis d'accord. Monseigneur Cholet, mon Saint-Père Papa Fridolin, Ambongo, en tout cas, ne lâchez pas. Moi je vous dis, je ne lâchez pas. Continuez à nous encadrer comme ça. Et je pense que nous là, vous savez, moi je suis Dieu merci. Rapidement. Je pense que nos pères, ils sont dans les bons. Ils nous encadrent. Moi je constate que c'est un encadrement. Un encadrement. Et nous, enfants, on a compris que oui, et certainement nos pères nous encadrent et nous les félicitons et nous nous soumettons et nous avançons. La semaine a été aussi marquée par la visite du chef d'État au niveau de Luanda concernant ce projet de l'Obito, le corridor de l'Obito. Le chef de l'État, lors d'une interview au niveau de Luanda, a expliqué l'importance de ce corridor. Je vous laisse suivre. Le corridor de l'Obito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de l'Obito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de l'Obito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de l'Obito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de l'Obito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. De son côté, ici à Kinshasa, le VEPAMO Transport, Jean-Pierre Bemba Gombo, a été dans une grande réunion où les échanges ont tourné avec le ministre de l'économie sur les retombées en ce qui concerne la baisse du prix du carburant à la pompe. Comment est-ce que les choses doivent évoluer? Suivez. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, ainsi que son homologue de l'économie, M. Daniel Mukoko Samba, ont co-présidé une réunion à laquelle ont participé des représentants des syndicats des transporteurs routiers et des délégués de la FEC, Fédération des entreprises du Congo. C'était le mardi 3 décembre à Kinshasa. Cette réunion avait pour objectif d'examiner les répercussions de la baisse du prix du carburant sur les coûts du transport routier et le prix des denrées alimentaires. Des préoccupations ont été exprimées concernant le pouvoir d'achat des Congolais. En effet, depuis plusieurs mois, les prix des denrées alimentaires ont sensiblement augmenté, malgré les mesures prises pour lutter contre l'inflation. Selon André Chikoji, président de l'intersyndicale des transporteurs poids lourds, l'inflation des produits alimentaires n'a pas de lien direct avec les coûts des transports routiers. Ça pose un problème des prix des denrées alimentaires sur le marché.
il y a une montée sensible des prix de vivres. Alors, on a imputé ça, comme toujours, au coût de transport dans notre secteur. Alors, les autorités, donc le gouvernement a voulu nous écouter pour essayer un peu de clarifier les choses à ce sujet. À l'issue de cette réunion, il a été convenu que cette question sera approfondie dans le cadre du comité de suivi mis en place par les deux ministères, l'AFEC et les syndicats des transporteurs poids lourds. Le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le ministre national, a animé un point de presse où il a expliqué les problèmes en ce qui concerne la fameuse maladie qui est apparue au niveau du monde où nous suivons. C'est jeudi 5 décembre 2024. Une conférence de presse a été tenue au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement pour faire le point sur l'apparition d'une maladie non encore identifiée dans la zone de santé de Panzi, située à 417 km de Kenge, dans la province du Kwango. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a ouvert cette conférence en précisant que ses services ont été alertés fin de semaine dernière au sujet d'une maladie qui touche cette région reculée, difficile d'accès, notamment pendant la saison de pluie. La maladie se serait déclarée depuis le 24 octobre 2024. À ce jour, 27 décès ont été signalés dans les structures de soins, dont 10 en raison d'un manque de transfusion sanguine. La communauté locale a rapporté 44 cas supplémentaires et 382 cas ont été confirmés. Dès l'alerte, une première équipe d'urgence composée du médecin professeur du Kwango, de 3 épidémiologistes, d'un laboratoire et de 2 experts a été envoyée sur place pour permettre de réaliser une première évaluation de la situation. Une seconde évaluation a été effectuée le 3 décembre 2024 par les autorités sanitaires nationales. Bien que le résultat des tests en laboratoire soit encore attendu, les premières informations indiquent 27 décès dans les structures sanitaires et 40 autres décès rapportés par la communauté. Les symptômes observés sont similaires à ceux de la grippe saisonnière, notamment la fièvre, la toux, les nez qui coulent, les maux de tête et les courbatures. Certains cas présentent des signes de détresse respiratoire et d'anémie. Ces éléments permettent d'écarter pour l'instant l'hypothèse de la COVID-19 et d'orienter les investigations vers une possible épidémie de grippe saisonnière sévère. Le ministre de la Santé publique reste pleinement engagé à maîtriser cette situation et met tout en œuvre pour protéger la population. Enfin, le verdict est tombé. Là, nous sommes en justice sur les complices de Corneille Nangaa. La plupart ont été jugés et condamnés. Suivez. La Haute Cour militaire a confirmé le verdict lors du procès en appel le jeudi 5 décembre 2024 à Ndolo, la condamnation à la peine de mort de 5 proches collaborateurs de Corneille Nangaa, leader du groupe armé Alliance Fleuve Congo et partenaire de la rébellion du M23, ont été reconnus coupables de trahison, avoir participé à un mouvement insurrectionnel. Présent lors de l'audience, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a annoncé plusieurs mesures consécutives au verdict, notamment l'exécution de condamnés présents à Kinshasa. Les autorités prévoient une mise en œuvre immédiate de la sentence pour ceux déjà en détention à Kinshasa, les lancements immédiats des mandats d'arrêt internationaux. Les ministres a informé qu'un dispositif a été mis en place pour lancer des mandats d'arrêt visant Corneille Nangaa et ses complices en fuite. C'est une grande satisfaction pour la République et pour le peuple congolais. La Haute Cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Corneille Nangaa, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. À cet effet, nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée.
Pour rappel, les prévenus étaient accusés de collaborer activement avec le M23, une rébellion soutenue par de forces étrangères et impliquée dans 2 attaques meurtrières contre des civils et de forces armées dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, Monsieur Toubi Mwanza, vous êtes l'invité de ce Rétro Hebdo. La justice a tranché, plusieurs personnes, les complices de Corneille Nangaa, sont condamnés à mort. En tant que chercheur, est-ce que c'est une façon aussi de dissuader d'autres personnes d'éviter d'entrer dans cette démarche machiavélique ou c'est juste des effets pédagogiques? Oui, en amont, je dirais que c'est dissuasif. C'est une décision dissuasive, mais avec une grande inquiétude dans le sens que sur terrain, Corneille Nangaa est en train de danser, de chanter, danser. De tuer aussi les Congolais. Il est en train de tuer. Ici, on les condamne, mais de l'autre côté, Corneille Nangaa tue et danse. Il mange, donc, par exemple, nous sommes à la fin de l'année. Corneille Nangaa, pour lui, pour festoyer, et il est en train de s'organiser comment tuer, parce que quand il tue, il fait la fête. Entre-temps, il va nous rejoindre aussi à la fête comme humain. Bonne année, il va danser, chanter, boire. Donc, comprenez que ce que la justice a pris là comme décision. La haute cour militaire aussi. Ok, alors moi je salue cette décision. Mais comme je viens de le dire, l'État doit aller plus loin par la diplomatie, développer encore une diplomatie dissuasive, convaincante, de manière à ce que à couper toutes les bases arrière de Corneille Nangaa. Nous savons que ces bases arrière, c'est dans le pays voisin, mais moi je pense qu'il faut une diplomatie, une grande diplomatie, forte diplomatie, pour casser, parce que à l'interne, Corneille Nangaa n'a pas de force, parce qu'il trouve sa force, c'est à l'extérieur. Voilà pourquoi. Quand on condamne, on prend des décisions juridiques contre Nangaa et sa bande ici à Kinshasa, moi je pense que au même moment, nos expéditions doivent aller vers le pays voisin dont Nangaa a érigé sa base. Donc moi je pense que c'est très important, parce que cette affaire de Nangaa, c'est une affaire qui rend ridicule nos institutions. Très bien. Par exemple, l'institution CENI. L'institution CENI est ridiculisée à cause du comportement qu'a affiché un ancien président de la CENI. Vraiment, vous comprenez, messieurs les journalistes. Et à cela, ça a entraîné des suspicions. Beaucoup de suspicions. Il y a des hommes politiques de la génération qui évolue avec le président Kabila consort. Aujourd'hui, Nangaa a poussé les Congolais à aller plus loin, je vous dis, messieurs les journalistes. J'ai découragé quelques-uns qui avaient tendance à faire la corrélation, à faire le parallélisme entre, établir une relation d'incohétence entre les mauvais comportements de Nangaa et l'ancien président Joseph, que moi j'ai qualifié d'être innocent dans ces affaires. Donc quand on parle de Nangaa, non, on ne peut pas évoluer comme ça. Pourquoi? Parce que Corneille Nangaa, c'est comme normalement, hein, ça. Bon, c'est comme ça que j'ai salué la décision de la justice. Mais quand je vois dans les réseaux sociaux Nangaa en train de danser, Nangaa en train de boire, de chanter, je me suis dit, mais... On parle même de mandat d'arrêt, international. Mais oui, justement, mais nous sommes membres de la communauté internationale, on a ratifié partout. L'Interpol est là. Voilà. Mais comment les pays voisins, nos voisins ne peuvent pas nous aider? Parce que les voisins sont soutenus, parce qu'après les bases arrières de Nangaa, il y a encore des arrière-bases. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi moi je salue le chef de l'État qui a fait cette volonté politique. Cette volonté politique qu'il avait, faire les tours, chercher à maîtriser tous les contours de perturbation de cette guerre de l'Est. Moi je pense que le chef de l'État a découvert quelque chose.
Voilà pourquoi il a le souci de faire les choses autrement. Et on doit l'accompagner. En tout cas, on doit l'accompagner, le soutenir. Mais c'est les journalistes, je vais revenir, les cas de Corneille Nangaa, c'est un cas de la honte. En tout cas, franchement, c'est un cas de la honte. Nos institutions, aujourd'hui, nos institutions, c'est comme ça que vous voyez n'importe qui peut parler n'importe quoi contre n'importe quelle institution. Regardez, les Congolais sont allés plus loin. Il y a même les Congolais, quand ils parlent de l'institution président de la République. Avec légèreté. Avec légèreté. C'est à cause du comportement des gens comme les Nangaa là. Mais quelle éducation, qu'est-ce qu'on va laisser, quel conseil, quelle histoire, soubassement historique qu'on va laisser à nos enfants par rapport au comportement de personnalités comme Nangaa. Vous gérez une grande institution d'honneur, de justice qui organise les élections. Mais organiser les élections, c'est une sacerdoce. Parce que vous êtes là pour ne dire que la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité sur celui qui a gagné. Mais vous après cela, vous vous comportez autrement. C'est une ratée pour Corneille Nangaa, mais la justice doit nous accompagner. Entre-temps, les forces armées également, c'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères doit vraiment activer la diplomatie et tout le monde doit activer la diplomatie pour couper les bases arrière et arrière de Corneille Nangaa, pour que cette affaire s'arrête. La semaine a été marquée aussi, nous tournons par dire à la fin le samedi, par la journée internationale de l'arbre. La ministre de l'Environnement, Mme Eve Bazaïba, est allée au niveau de l'Antélé pour célébrer cette journée. Elle a dénoncé la spoliation d'une partie du parc de l'Antélé. Je vous laisse sur cet élément de Laetitia Lovozo. Placé sous le thème « L'arbre, les saluts de notre planète, plantons-le et gardons-le dans nos milliers de vies ». Cette édition visait à sensibiliser la population congolaise sur les enjeux de la déforestation et du changement climatique, tout en lançant officiellement la campagne nationale des plantations d'arbres pour 2025. Lors de cette journée nationale de l'arbre, Eve Bazaïba a déploré la dégradation massive du parc de l'Antélé qui a perdu 90% de sa superficie à cause de la spoliation. Le site ici appelé en son temps Parc Mobutu, ou aujourd'hui le parc animalier de l'Antélé, avait une superficie de plus de 3000 hectares. Chaque régime qui vient essaie de se prendre une partie, le désaffecter pour Y raison. Alors que ce site est protégé par une ordonnance présidentielle. Dernièrement, ici, on était resté avec environ 2500 et jusqu'à 1500 hectares. À l'heure où je vous parle, en date du 5 décembre 2024, nous n'avons plus qu'une cinquantaine d'hectares. Plus de 90% de ces sites est spoliés. Malheureusement spoliés par des autorités d'abord coutumières qui estiment que c'est eux qui avaient donné au président Mobutu les sites pour la conservation de la nature. Étant donné que le président Mobutu n'est plus, ils s'approprient maintenant leur terre, en oubliant que les chefs coutumiers ne sont que des gardiens de terre. Mais le sol et le sous-sol appartiennent à la République démocratique du Congo, qui en est la propriété. Le gouvernement congolais reconnaît l'existence du pouvoir coutumier, mais en tant que gardien de terre, car la propriété, c'est l'État congolais. Deuxièmement, les spoliateurs, les bénéficiaires de cette spoliation, ce sont des autorités militaires, politiques et administratives. La cérémonie s'est clôturée par des actions concrètes, notamment la plantation de jeunes arbres sur le site, marquant ainsi le lancement de la campagne de reboisement pour l'année 2025. Signalant qu'à l'occasion de cette journée, la patronne de l'environnement congolais a annoncé un projet ambitieux du président de la République qui consistera à la création du couloir vert
entre le Kivu et Kinshasa. De l'Est à l'Ouest, déjà adopté au Conseil des ministres, ces projets sera mis à la disposition des peuples autochtones par le biais de la plantation des palmiers, manioc et maïs. Il convient de noter que la semaine de l'arbre se poursuivra dans les Kwilu et Kwango avec comme objectif faire des Kwilu et Kenge des villes vertes. De son côté, le Dirkaba, M. Héritier Mpiana, de Madame la ministre de l'Environnement, était lui aussi, mais cette fois-ci dans le Congo profond, au Lualaba, où il est allé aussi passer commémorer la journée dédiée à l'arbre. Il a prodigué quelques conseils en ce qui concerne la protection de l'arbre. Je vous laisse suivre Héritier Mpiana. Nous sommes ici dans la province de Lualaba, dans les territoires de Muchacha, où nous avons assisté ce jour, ce 5 décembre 2024, à la célébration, à la commémoration, si vous voulez bien, de la journée de l'arbre. Cette journée qui est instituée à travers le monde pour attirer l'attention du monde sur l'importance de l'arbre. L'arbre qui donne la vie, l'arbre qui nous entretient, l'arbre qui nous donne l'oxygène, l'arbre qui nous accompagne dès notre naissance jusqu'à notre dernière demeure. Voilà pourquoi, au nom de son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, nous avons tenu à assister à cette journée aux côtés du gouvernement provincial de Lualaba, où Madame le gouverneur elle-même a planté des arbres et nous l'avons accompagné. Nous avons aussi participé à la plantation des arbres pour commémorer ensemble cette journée. C'est dont nous félicitons le gouvernement provincial, mais pourquoi pas le gouvernement central à travers son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui s'inscrit de plus en plus dans la vision du chef de l'État, qui est de continuer à planter des milliards et des milliards d'arbres dans le cadre du programme 1 milliard d'arbres. Voilà. Nous demandons à la population, surtout dans des provinces comme la province de Lualaba, qui est une province minière, nous demandons à notre population de planter de plus en plus les arbres. Parce que les arbres qui sont en train de planter ont la capacité de séquestrer les pollutions ou les différentes émissions de métaux émis par l'exploitation minière. Voilà pourquoi, si on ne veut pas être frappé de plein fouet par l'exploitation minière, il faut qu'on puisse planter les arbres qui vont aider à ce que nous puissions lutter contre la pollution. Opération Ndobo, cette fois-ci, il faut mettre fin au banditisme urbain, les Kuluna, les mettre à l'état de nuire. C'est dans cette optique qu'une grande opération de la police nationale a commencé pour essayer de dissuader, d'arrêter ces malfrats de la ville-province de Kinshasa. Suivez. Comme ils l'ont annoncé, la police nationale a procédé entre la nuit du vendredi au samedi de 0h jusqu'à 6h30 à l'arrestation de plus de 350 inciviques communément appelés Kuluna. Plusieurs bataillons de l'UPHP, de GEMI ont participé à cette opération. Nous sommes dans plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa, notamment la commune de la Gombe, Massina et Kingasani, qui ont été les communes où l'opération a débuté. Nettoyer ces communes de ces Kuluna. La particularité est que la police est allée les chercher dans leur milieu naturel, où ils habitent, en les prenant par surprise. Pour quelques Kinois rencontrés, l'opération Ndobo apportera à coup sûr des fruits et rendra certainement la ville-province de Kinshasa un peu plus sûre. Peuple, biso peuple, autres monde entier, tous dénoncer Kuluna. Tous à la cima la police, tous à la cima l'État congolais. Dénoncer Kuluna. Oyebi ke na lopango le criminel aza na lopango Kuluna za akata boma ka bomba te pona salama. Soko za na besoin kimia ya mboka. Merci na mwana mboka Jacquemaine Chaban, merci na mwana mboka Constant Mutamba, merci na général Blaise Kirimbalimba. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Monsieur Toubi Mwanza, en tant que chercheur, vous avez vu la ministre de l'Environnement qui se bat pour éviter les spoliations. Nous avons replanté les arbres. Vous avez vu la sécurité urbaine au niveau de la ville-province de Kinshasa, la volonté de mettre hors d'état de nuire ces malfrats. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur les journalistes, sur le plan politique, je soutiens les efforts de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement
durable sur ces efforts qu'il est en train de faire. C'est très important parce que on ne peut pas laisser n'importe qui spolier la terre qui appartient à l'État. Ça vraiment, c'est au-delà même de l'insulte contre l'État. Ça vraiment, c'est gravissime. De telles personnalités méritent d'être disciplinées, sanctionnées par la loi. Un autre aspect, messieurs les journalistes, c'est la protection de l'environnement qui est liée à la qualité de nos vies. Vous savez que notre écosystème, notre vie est liée par l'existence des eaux, des arbres, de toutes ces créatures qui constituent, qui produisent, qui contribuent à la qualité de notre vie. Quand je dis la qualité, vous savez que l'air que Dieu nous a donné est aussi soutenu par un phénomène qu'on appelle photosynthèse, dont les arbres, l'eau et les arbres participent et contribuent. Donc, la qualité de notre écosystème, de notre vie, est en danger. Voilà pourquoi la dame Ève, elle a la responsabilité, n'est-ce pas? Elle a la responsabilité de protéger. C'est un combat plus que même ce que fait d'autres ministres. C'est un combat de génération, en fait, si on peut le dire. Un combat de génération, parce que si l'écosystème disparaît, c'est-à-dire nous aussi, nous disparaissons. Comprenez, messieurs les journalistes, avec, par exemple, les réchauffements climatiques. Si on ne travaille pas, par exemple, avec les crédits carbone, si on ne reboise pas, et rassurez-vous, messieurs les journalistes, que dans des jours qui viennent, nos qualités de vie continueront à se réduire, à diminuer la force, et notre existence diminuera. L'espérance de vie aussi diminuera. Parce qu'actuellement, l'environnement devient comme un socle. Parce que nous vivons sur Terre. Nous avons des relations avec les arbres. Notre corps est composé de 60% d'eau. Donc on doit protéger l'eau, on doit protéger les arbres. Malheureusement, la qualité de nos eaux sont menacées par la plastique. Il y a des espèces qui contribuaient à la qualité des eaux qui sont menacées par le plastique. Je vais vous donner un petit exemple. Quand on grandissait à l'âge de 6 ans, 7, 8 ans, 10 ans, dans nos rigoles à Kinshasa, il y avait des petits poissons qui traînaient là. Ouais. Vous savez qu'on appelait couramment l'ingala, les mataka, tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Pourquoi? C'est parce que les chercheurs ont découvert que il y a le plastique qui ont endommagé la qualité des eaux, de sorte que ces petits poissons ne peuvent plus vivre. C'est un phénomène terrible, mais qu'on ne fait pas attention. Voilà pourquoi Maman Ève a la responsabilité de protéger notre écosystème, de protéger la qualité de vie des Congolais. Donc à ce stade-là, que personne n'ose l'embrouiller. Sinon, nous allons faire des marches, nous allons nous lever pour dire non, monsieur, vous embrouillez le ministre de l'Environnement, vous embrouillez la qualité de nos vies. Et là, c'est dangereux. Donc, mieux vaut que tout le monde respecte. Le banditisme urbain, rapidement. Pour le cas de banditisme urbain, ça, c'est clair. L'État, la police, doit être soutenue par chaque maison, quartier par quartier, rue par rue. Donc, j'étais surpris dans le quartier Yolo sud ou nord. Il y a une avenue là qu'on appelle Bukavu. Bukavu, c'est l'avenue après l'avenue où les célèbres, notre vieux Evoloko, les musiciens Evoloko habitent. Donc, avant, vous dépassez l'avenue, vous venez Victoire, vous dépassez l'avenue Evoloko, Bukavu. Cette avenue, les gens ont pris la décision. Si on attrape un enfant ou dans cette avenue, on s'occupe avant que la police arrive. J'ai salué la décision des habitants. Ils ont tellement subi. Ils ont tellement subi. Moi, je pense que c'est l'attitude que tous les Congolais, toute la vie de Kinshasa doit adopter pour accompagner la police par rapport à ça. Ceci veut dire que chaque famille doit protéger ses enfants. Et les Koulouna des enfants en déphasage des comportements doivent être maîtrisés. Évidemment, il y a aussi un autre travail qui devrait être fait sur le plan d'encadrement parce que nous sommes face d'un problème de délinquance juvénile où on ne doit pas abandonner parce qu'il s'agit de santé mentale. Donc, il faut les récupérer, les recycler si possible. Les recycler, les former.
faire en sorte qu'ils soient utilisables dans la société, parce qu'ils ont encore de l'énergie. Vous les prenez, vous les mettez dans Kanyamaka, il y a des centres de formation, vous les rendez utiles comme les services nationaux. Donc, ce sont des citoyens congolais, ils sont en déphasage, mais il y a possibilité de les récupérer professionnellement. Donc, vous les récupérez par formation professionnelle, ils apprennent le métier, où l'État va les utiliser. Par exemple, l'État peut les utiliser dans les constructions des routes, dans le tirage des caniveaux. Donc, il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de secteurs que l'État peut récupérer ces enfants désœuvrés, désorientés par leur comportement et le rendre utile dans la société. Donc, il y a un travail à faire. Hein. Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. Merci beaucoup, son infini. Merci à vous aussi, monsieur Toby Manza, pour la confiance. Un dernier mot, vous avez quelque chose à ajouter? C'est le week-end. Je voulais saluer le VPMB Mbagombo Jean-Pierre. Et l'encourager pour sa sortie médiatique, légendaire, historique, et qui a aujourd'hui permis à ce que l'apaisement par rapport à révision, changement de la Constitution. Maintenant là, tout le monde a compris que on ne doit pas s'entretuer pour l'amélioration de notre loi. Donc, si tout le monde a compris qu'effectivement, nos textes doivent être améliorés, c'est grâce au courage, à la vision, à la sagesse de Bemba Gombo Jean-Pierre, le président national du MLC, le maître d'école, le prophète politique, le fils de l'homme. Donc voilà, un grand merci à vous, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Au reste, merci beaucoup à vous pour la confiance. Merci. Eh bien, moi, j'en profite pour vous souhaiter aussi lever les mœurs, parce qu'on s'en est arrivé pratiquement à la fin de l'année. Mais lever les mœurs à tous les spectateurs de Kanakin Télévision. Merci à toi, à Souleymane Mboyo, qui était au four et au moulin. Merci à la grande équipe technique aussi de Kanakin, au niveau de la régie, au niveau du montage. C'en est fini pour ce soir. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain lundi à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanakin Télévision, la télé-vérité. Mais l'info continue sur la chaîne YouTube de Kanakin Télévision. Vous allez suivre ce journal. À jeudi. Bye bye. Prenez bien soin de vous.